Pascal Arnaud, bonsoir et bienvenue dans Varions les éditions en live. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un éditeur singulier, clairement, et on aimerait connaître qui se cache derrière Kidam Éditeur. Comment vous définiriez-vous votre ligne éditoriale, si on peut l'appeler ainsi, et surtout, comment en êtes-vous venu à être éditeur, pour commencer? Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, merci de l'invitation déjà. C'est très sympa. C'est une première pour moi. Et bon, voilà, je teste en live. Beaucoup de questions en une. Comment j'en suis arrivé à être éditeur? C'est tout un faisceau de circonstances. Je dirais un parcours intérieur relié à des questions intime. Et puis aussi le fait qu'à un moment donné, j'étais en quête avec mon épouse d'un terrain sur une île. Et puis cet achat n'a pas pu se faire. Et je lui ai demandé si elle voyait un inconvénient à ce que je mette l'argent du terrain dans l'élaboration d'une maison d'édition. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Donc, c'est une démarche qui est totalement autodidacte. Euh, et puis, j'avais plus un tropisme pour la lecture depuis tout petit, plutôt que pour l'écriture. Et beaucoup de personnes, je ne sais pas pourquoi, me donnaient à lire des manuscrits. Donc, à un moment donné, je me suis positionné comme ça et j'avais le souvenir d'avoir rencontré Möbius et qui m'avait laissé un dessin après un entretien qui avait duré toute une après-midi sur une radio libre que j'avais créé avec des amis. Et ce dessin me suivait et puis je me suis dit que ça ferait un beau logo pour une maison d'édition. Symboliquement, je me suis dit que s'il me donnait l'autorisation d'utiliser ce logo, j'y allais. Et puis effectivement, 2 jours plus tard, il me donnait l'autorisation. Donc du coup, j'ai reçu un espèce de coup de pied au cul symbolique. Je me suis lancé. Et je me suis lancé avec l'idée de publier que des choses inédites. C'est-à-dire que principalement dans le catalogue, je crois qu'il doit y avoir peut-être deux titres qui sont des rééditions. Et l'idée, c'était d'avoir au départ 50% de littérature étrangère et 50% de littérature française. Et voilà, ça s'est construit comme ça au fil du temps, au fil des aléas qui ont été parfois très sérieux. Et aujourd'hui, il y a à peu près une 140 titres, entre 140 et 150. Voilà, sur cette ligne-là. Et cette ligne-là s'est construite aussi autour d'une idée de. Ça donnait lieu d'ailleurs à une collection qui s'appelle Made in Europe. C'est l'idée d'avoir des voix qui venaient d'un peu partout. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une sorte de conjonction intime entre la forme et le fond dans chaque texte. Et bon, voilà, je ne sais pas si je suis parvenu, mais globalement, c'est la ligne que j'essaye de tenir. C'est-à-dire que je suis intéressé par les gens qui poussent la langue dans ses retranchements ou qui cherchent à faire quelque chose qui soit original, même parfois quand c'est peut-être en partie raté, je ne sais pas. Mais les gens qui prennent des risques et qui ont envie de faire entendre quelque chose de singulier. Et c'est pour ça que la devise de la maison, enfin si je puis dire, c'était l'insolite et le singulier et des auteurs plutôt que des livres. C'est-à-dire que le catalogue s'attache à défendre des auteurs. En règle générale, je suis le travail des auteurs. J'aime ça, même quand économiquement parlant, c'est le fiasco, parce que ça arrive, ou que ce soit, disons, casse-gueule. Aujourd'hui, j'essaye d'être un peu plus aussi réaliste, en ce sens que j'ai pris peut-être un peu de la bouteille, je fais moins d'erreurs que par le passé. Mais bon, voilà, c'est une aventure qui était pas véritablement calculée. L'argent que j'ai
investi là-dedans, au départ, était très faible. J'ai décidé que si ça ne fonctionnait pas, si ce n'était pas reconnu, bon, je pense que j'aurais arrêté rapidement. Voilà. Proposer, en dépit de ventes basses, générait de l'écho chez les lecteurs. Vous Ouais, ça voyez a là l'air ou pas? mieux. Oui, ça a l'air mieux. Et au niveau du son, ça va? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, ben voilà, c'est parfait. Parfait. Bon, On va on rappelle filer. que vous avez créé la maison en 2002. Hein. Oui, oui, oui. Et justement, quel a été ce parcours? Est-ce que ça a été chaotique dès le départ? Est-ce qu'au contraire, vous avez sorti est-ce qu'il y a un livre qui a déclenché, entre guillemets, Kidam? Ça fait quand même 18 ans que la maison est créée, donc c'est quand même un très bel exploit, à mon sens, de durer aussi longtemps. Comment s'est passé ce parcours-là? Euh, Au tout départ, j'ai publié deux textes, donc des nouvelles. Donc, déjà, je n'étais pas raccord avec le principe de réalité parce que les nouvelles sont très difficiles à défendre en France, je ne sais pas pourquoi, alors qu'en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, on fait ces gammes avec des nouvelles, mais et après on vient au roman. Donc j'ai commencé par des nouvelles de quelqu'un qui est une amie et dont j'aimais beaucoup l'écriture, Maïka Sankoni. Et puis à côté de ça, j'ai publié le seul roman d'un poète américain qui vivait en Corée du Sud, Robert Persson. Et voilà, j'ai démarré avec ça. Et évidemment, c'est pas avec ça qu'il aurait fallu démarrer. Euh, et puis, euh, très vite, j'ai publié deux textes qui m'ont fait connaître véritablement. C'est B.S. Johnson, RAS infirmière-chef, et Ron Butlin, Le son de ma voix. À l'époque, donc, je me diffusais et me distribuais moi-même, c'est-à-dire que je parcourais un petit peu la France à droite à gauche, je citais les libraires et je faisais du dépôt, ou parfois, quand les libraires étaient sympathiques et comprenaient la démarche, ils achetaient en ferme, c'est-à-dire sans capacité de retour. Et puis, bon, j'ai fait ça 3 ans, mais c'était très chronophage, très, très fatigant. Mais j'ai eu la chance que le Butlin se mette à marcher. Et donc, même dans des conditions comme ça, abracadabrantes, sur une année, j'en ai vendu 1500. Et donc, bon, voilà, ce livre a fait un parcours tel qu'il a continué à se vendre, mais c'est ça qui a enclenché les choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai approché un diffuseur, un distributeur, et j'ai travaillé avec les Belles Lettres pendant 4 ans. Donc voilà, il y a des textes qui effectivement ne donnent pas la possibilité de la visibilité, et puis il y en a d'autres qui soudainement la donnent, quoi, voilà. Et comme c'était la littérature étrangère, bah, ça attirait pas mal l'attention, quoi, parce que sans connaître qui que ce soit au niveau de la presse, et comme j'élaborais ça vraiment d'une façon complètement amateur, euh, eh bien, il y a eu des articles dans les Inrocks, il y a eu des articles dans l'IB, dans Le Monde, etc. Ce qui fait que bon, voilà, ben, ça a attiré l'œil. Et après, évidemment, je me suis attelé à construire toujours une ligne très exigeante avec bon, ses hauts et ses bas, quoi, en termes de réussite commerciale, mais de mon point de vue, en termes de réussite intrinsèquement littéraire, je pense que c'est le cas. Même si ça peut paraître gonflé de dire ça. Ce qui est très surprenant, voilà, c'est que c'est de venir d'un milieu entre guillemets amateur et d'avoir créé une maison d'édition qui est là depuis 18 ans. C'est là où réside l'exploit, à mon sens. C'est quand même une superbe réussite. J'espère que vous en êtes fiers, en tout cas. Euh, je pense que vous pouvez l'être, clairement. Justement, par rapport à l'organigramme, on en parlait la dernière fois au téléphone, mais vous avouiez que vous étiez seul éditeur, ce qui est aussi toujours assez surprenant quand on voit la qualité des ouvrages. Quels sont vos collaborateurs? Est-ce que vous avez des collaborateurs freelance?
avec qui travaillez-vous, notamment le graphisme et, et le choix des textes? Le choix des textes, non, personne. Euh, le choix des textes, c'est exclusivement moi. Les collaborateurs, alors, graphiquement, pour le travail des couvertures, c'est un truc assez drôle parce qu'au départ, je faisais les maquettes et les couvertures. Et évidemment, lorsque j'ai publié le son de ma voix de Ron Becklin, je me souviens très bien d'un copain éditeur qui m'a dit toi, ce livre, il est vraiment formidable. Il en avait acheté 50, je crois, pour les faire connaître, les distribuer à droite à gauche. Et il m'a dit mais par contre, il a la couverture la plus moche du monde. Et il n'avait pas tort. Et une autre fois, en librairie, je rendais visite à un libraire et le libraire, il me dit, tiens, viens voir, je t'amène, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il a posé les livres sur la table des essais. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu remarques? Je lui ai dit, je ne sais pas, ils ne sont pas à la bonne place. Mais il m'a dit, voilà, c'est ça le problème, c'est que tes livres, ils ont des fonds blancs. Et normalement, c'est dévolu aux essais. Donc, il faut vraiment que tu fasses un travail sur les couvertures. Et là, bon, voilà. Donc, après, j'ai trouvé quelqu'un, Faurine, qui pendant une période a fait les couvertures. Et puis après, il y a eu une deuxième période avec Marion Bataille. Puis après, bon, j'ai eu des ennuis, donc j'ai republié pendant 3 ans. Et puis, il y a eu, depuis 2004, 2005, pardon, janvier 2005, le travail que je fais en collaboration avec Hugues Voland. Donc, c'est Hugues Voland qui fait toutes les couvertures depuis 2005. Et je suis très heureux de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui lit les textes. Et donc, parfois, même si on a des désaccords sur certaines propositions, en tout cas, bon, c'est toujours des propositions qui sont quand même au cœur du livre, quoi. Et puis, c'est intéressant de voir que voilà, tout ce qu'un graphiste peut apporter en termes d'impact pour un livre. Parce que ça joue indéniablement un rôle tout de même dans l'attrait que peut avoir un livre, indépendamment de la quatrième de couverture ou du fait de l'ouvrir et de commencer à lire 2-3 pages pour voir si on accroche au texte. Donc voilà, de l'amateurisme le plus aigu au professionnel le plus compétent. Alors justement, Céline posait une question tout à l'heure sur les auteurs étrangers. Est-ce que vous en publiez récemment déjà ou peu? Et notamment par rapport au choix des textes. Je ne sais pas quelle langue vous parlez, mais est-ce que vous arrivez à choisir les textes aussi dans les langues originales ou vous confiez ça à quelqu'un d'autre? Alors, il y a deux possibilités. L'anglais, bon, l'anglais, je lis l'anglais. J'ai été enseignant d'anglais. Je lis un peu l'allemand. Pour le reste, non. Pour le reste, je fais confiance. Alors, je fais confiance à qui? Par exemple, pour l'allemand, je me souviens très bien, lorsque j'ai commencé à publier Reinhard Jägerl, j'avais reçu un dossier d'une trentaine de pages qui était magistralement conçu, et puis par la traductrice Martine Raymond. Et puis, il y avait son CV, et son CV mentionnait le fait qu'elle avait un bac pro, qu'elle était traductrice commerciale pour une entreprise qui était en Alsace et qui voilà, elle traduisait tant du français que de l'allemand. Mais le dossier qu'elle me présentait, il était tellement magistral, tellement fouillé d'un point de vue littéraire que voilà, je n'avais aucune raison de ne pas travailler avec elle. Et bon, effectivement, j'ai démarré avec elle. Et puis tout de suite, voilà, tout de suite, son travail a été reconnu parce qu'elle a eu un prix de traduction immédiatement. Et c'est grâce à elle que ça a pu s'imposer Jägerl en France, quoi. Et là, je suis en train de préparer un 4e avec elle. Et puis, donc, du coup, elle a traduit d'autres textes allemands, Rolf-Dieter Brinkmann, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Murmure de glace. Voilà, donc, et plusieurs bouquins. En fait, c'est une histoire de cristallisation.
Et il s'est passé un peu la même chose avec les Grecs, par exemple, avec Michel Volkovitch. Parce qu'un jour, je vois sur son site qu'il rêvait de faire traduire La femme du métro de Ménis Komandarias, qui n'avait jamais été traduite. Et moi, je venais juste de lire ce texte en anglais, donc traduit. Et j'avais vraiment aimé ce texte. Et donc, du coup, je vois ça et je dis, ben voilà, je ne le connaissais pas, hein, mais c'était un voisin, il habite Sèvres. Moi, j'habite Meudon. Et du coup, je l'ai appelé, et puis je lui ai dit, ben, vous rêvez de faire la fin du métro, allons-y, puisque moi j'adore ce texte. Et ça a enclenché une collaboration avec lui, et puis ça m'a permis aussi de découvrir euh, la littérature grecque. J'adore la Grèce parce que j'y vais très souvent, mais ce n'est pas une langue que je parle véritablement, que je ne la maîtrise pas. Et donc, voilà, ça passe par le biais de traducteurs. Donc, j'ai travaillé avec Michel Vukovic, je suis en train de travailler avec d'autres traducteurs sur des projets qui sont à venir. Mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est une rencontre qui déclenche quelque chose et qui fait que on va tracer un sillon. Et quant à B.S. Johnson, en fait, bon, moi j'avais ça. J'ai une amie irlandaise. Chaque fois qu'elle partait à l'étranger, je lui faisais une liste de bouquins et je lui demandais de me ramener le plus de choses possible dans la liste que je lui établissais. Et puis, bon, voilà, elle m'a ramené pas mal de bouquins qui sont encore à venir pour certains. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça que j'ai lu B.S. Johnson et j'étais sidéré de voir que. Je me suis dit, c'est impossible que ce type-là ne soit pas traduit. Puisqu'à l'époque, dans les années 60-70, il était féru de nouveaux romans, il lisait Rebriet, Sarraute, et puis il avait participé à un salon du, euh, du court-métrage à Tours, et voilà, il avait commis un court-métrage qui avait eu pas mal de succès. Et puis je me disais, bon, c'est Minuit ou Gallimard qui ont dû publier ça. Et puis en cherchant, je me suis rendu compte que Gallimard avait publié à l'époque Anne Queen, par exemple, qui faisait partie à peu près du même groupe que lui, mais B.S. Johnson, non, tout le monde l'avait zappé. Et peut-être à cause de son caractère, parce qu'il avait un caractère de cochon, il était très difficile à gérer, et, sans doute, je ne sais pas, ou peut-être qu'il faisait peur, parce il était très rentre-dedans. Mais bon, voilà, quand j'ai découvert les textes, que ce soit House Mother Normal, R.A.S. Infirmière-Chef, ou Albert Angelo, ou les Malchanceux, voilà, rien que la conception des livres, c'était sidérant de voir qu'il y avait quelqu'un qui bousculait tous les codes du roman et puis qui en même temps était littéralement inventif sur la forme, sur le fond, et tout ce qu'il proposait n'était jamais un gadget, jamais quelque chose de gratuit, mais au contraire, ça avait toujours un sens par rapport à la fois au texte et par rapport à l'intention de l'auteur en tant que tel. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'usage du blanc, par exemple, dans RAS Infirmière-Chef, pour montrer les gens qui ne s'entendent pas, ou les gens qui sont enfermés dans le silence, ou bien qui s'endorment, ou bien qui sont en train de mourir même. Bon, tout ça c'est que moi, je me suis pris de passion pour cet auteur. Et quand j'ai commencé à le publier, quelques temps plus tard, j'ai découvert que Jonathan Coe était en train de travailler depuis 10 ans, ou 8 ans peut-être, sur une biographie le concernant. Donc je me suis dit, Coe qui travaille sur B.S. Johnson, là il y a un truc. Et puis la bio est parue en Angleterre, et un jour, Coe est venu à la Sorbonne, et donc je suis allé pour le rencontrer. Et puis, donc voilà, les gens défilaient pour se faire dédicacer les bouquins. Puis moi, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, et je lui ai dit, ben voilà, moi je publie B.S. Johnson. Quand est-ce que votre bio va être publié chez Gallimard? Et là, il me dit, mais Gallimard, ils n'en veulent pas. Alors là, c'était un peu fou. J'ai dit, ben moi, je veux bien. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors, c'était long, mais en même temps, c'est toujours des circonstances incroyables. C'est que quelques temps plus tard,
je vois une annonce de la Sorbonne, toujours, parlant de quelqu'un qui allait soutenir une thèse sur, en partie, B.S. Johnson. Alors là, je me suis dit, waouh, personne ne connaissait B.S. Johnson. Et là, d'un coup, il y avait une spécialiste, puisqu'elle elle avait écrit une thèse dessus, quoi. Et donc, je suis allé à cette soutenance et je suis allé écouter Vanessa Guillory, voilà, qui connaissait l'œuvre de B.S. Johnson par cœur, qui avait étudié et traversé de fond en comble. Et c'est là que je me suis dit, ben voilà, c'est la personne qui est parfaitement adéquate pour traduire la bio de B.S. Johnson par Jonathan Coe. Et donc voilà, on a eu cette aventure avec Vanessa, avec Jonathan, où on s'est retrouvé avec un bouquin de 600 pages et à faire une tournée dans 6 villes en France. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Vanessa et Jonathan sont devenus des vrais potes. Donc voilà, c'est toujours des choses comme ça. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Je pense que c'est valable pour beaucoup d'éditeurs indépendants. Parce que quand on est petit, sans grands moyens financiers, il faut, bien sûr, parfois, il faut vraiment prendre des risques. Mais globalement, il faut aller vers ses intuitions. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vers leurs intuitions, qui aiment ça et qui aiment mettre en avant des choses que personne d'autre ne met en avant. Et moi, je trouve que c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que quand on regarde le foisonnement qu'il y a chez les éditeurs indépendants, il y a vraiment des gens qui font des choses incroyables, voilà, qui défendent des lignes qui ne sont pas évidentes du tout, mais qui font partie voilà, de tout le terrain créatif qui émerge petit à petit et qui constitue un substrat pour d'autres maisons, des grandes parfois. Ça ne veut pas dire que les grandes ne font rien, mais je trouve qu'elles font moins qu'avant. Si je regarde ce que je lisais dans les années 70 et la littérature qui était publiée, la littérature d'avant-garde, on la trouvait chez Minuit, on la trouvait chez Gallimard, voilà, on la trouvait chez Losfeld. Enfin, voilà, il y avait un foisonnement qui peut-être maintenant est en train de revenir. Voilà. Quelle belle aventure. Ouais. Nathalie? Bonsoir. Bonsoir, Alors, Nathalie. moi, je vous ai découvert avec le livre d'Erwan Larère, le livre que je ne voulais pas écrire, et puis j'ai lu le dernier, là, Pourquoi les hommes fuient. Oui. Et j'aurais voulu savoir comment vous travaillez les textes avec vos auteurs. Alors, c'est très variable. Il y a des auteurs chez qui je ne change quasiment rien. Enfin, quand je dis je change, je fais des propositions de changement. Et puis chez d'autres, parfois c'est nécessaire parce que il y a un fort élan créatif, mais parfois peut-être au niveau de l'équilibre, de la structure d'un roman, il faut parfois tailler dans le vif, mais je ne le fais pas d'une façon seul dans mon coin, je le fais en collaboration avec l'auteur et dans une acceptation. Et puis, de toute façon, je ne suis pas là pour caviarder un texte juste parce que ça me ferait plaisir. J'essaye de trouver le meilleur équilibre pour le bouquin. Dans le cas d'Erwan, par exemple, lorsqu'il m'a envoyé Magritte n'aime pas ses fesses, ça ne correspondait pas du tout à la ligne que je défendais. Mais j'ai lu ce texte, je me suis vraiment marré. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ce texte puisque je me marre, quoi. J'ai fait lire à ma femme, elle s'est marrée aussi. Et elle m'a dit, mais oui, tu devrais faire ce texte. Bon, voilà, j'ai fait le texte parce qu'il y avait un vrai humour qui me plaisait. Et même si ce n'était pas tout à fait ce que j'avais proposé jusqu'à présent, ce n'était pas grave. Et puis après, bon voilà, il s'est trouvé qu'au moment où j'avais accepté le Magritte n'aime pas ses fesses, ben, il arrivait ce qui arrivait à Erwan, au Bataclan, il s'est fait tirer dessus, quoi. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Et donc, quand il s'est retrouvé à l'hôpital, je lui ai dit, bon, peut-être attendre que tu en sortes pour publier le livre. Et il m'a dit, non, non, au contraire, je veux que le livre sorte une fois que je sortirai de l'hôpital. Voilà,
je veux qu'il sorte et je veux l'accompagner. Et puis, bon, voilà, le temps a passé et il m'a proposé d'écrire un texte sur Bataclan, je freinais des cas de fer. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui sortaient sur le Bataclan, des choses qui me... Voilà, j'avais pas envie de faire un livre sur ça, d'une façon générale. Et Erwan, au départ, ne voulait pas non plus. Il a été poussé beaucoup par des amis écrivains qui lui disaient « tu dois témoigner de ça, etc. » Et donc, à un moment donné, la parole de ses amis a rencontré peut-être quelque chose chez lui, une intention de vouloir raconter quelque chose. Mais je sais que la première version que je n'ai pas vue, voilà, il a été insatisfait, etc. Et puis, moi, je lui ai clairement dit que c'était quelque chose que je pouvais refuser au bout du compte. Et puis un jour, voilà, on s'est retrouvés à Montparnasse dans une pizzeria dégueulasse. Et il m'a donné ce manuscrit et j'ai lu ce manuscrit et j'étais, wow, voilà, j'étais estomaqué, quoi. J'ai dit, c'est bien, ça reflète à la fois ce qu'il est, en même temps ça reflétait tout ce qui se passait autour de lui. Et puis, j'ai trouvé que c'était un texte qui était très bien construit et qui le reflétait, quoi. Et là, j'ai accepté de le faire. Et effectivement, au début, il y avait une grande réticence de la part je me souviens de beaucoup de gens qui disaient faire un livre. Voilà. Et donc, au libraire, je disais, OK, c'est le livre que Erwan ne voulait pas écrire, mais c'est le livre que vous devez lire impérativement parce que vous y verrez quelque chose qui est vraiment singulier. Et puis, effectivement, lorsqu'il le lisait, les retours étaient toujours très positifs. Je crois qu'il y a eu peu de retours négatifs. Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. Et après, bon, est-ce que j'ai retouché ce texte? Oui, des petites choses, des petites choses, mais ça, c'est dans le travail d'échange avec les auteurs. Donc vous êtes plutôt peu interventionniste. Ah, parfois, je peux l'être beaucoup. Et alors, est-ce que justement, lorsque vous l'êtes, est-ce que vous vous dites pas à un moment donné, et finalement, est-ce que ce texte est bon? Alors, si si j'estime que le texte est pas bon au final, je ne le publie pas, hein. C'est tout simple. Mais je me souviens, par exemple, avec Paul Desallemands, l'auteur du Pilon, euh, j'avais fait bouger beaucoup de chapitres, j'avais fait enlever certaines choses, etc. Et à un moment donné, il a eu cette phrase, il m'a dit, mais si ça continue comme ça ne va pas être mon bouquin. Et là, je l'ai entendu et j'ai dit, ah ben, oui, ben, écoute, Paul, tu as raison. Effectivement, on va peut-être s'arrêter là, puisque c'est comme ça que tu le vois. Et là, il m'a posé une limite sans le savoir. Et je me suis dit que je garderai toujours ça à l'esprit. C'est qu'à un moment donné, il faut pas que ce soit l'éditeur qui fasse le livre, quoi. Il faut que ce soit l'auteur. Dans la collaboration avec l'éditeur, bien sûr, mais voilà. Non, il y a des textes sur lesquels je n'interviens jamais, parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà. Je ne sais pas de nom. C'est- Ça, c'est très intéressant, justement. Stéphanie? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors si je ne me trompe pas, vous allez bientôt publier un texte de Pierre Sandor, c'est bien ça? Ah, vous ne vous trouvez pas. Voilà, donc on avait trouvé ça sur son blog en fait, parce qu'il a encore un blog et il avait annoncé la publication. Donc le titre, c'est L'énigmaire. Voilà, donc on ne sait pas trop ce que c'est et on est plusieurs à s'intéresser en fait à lui ici. Et donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous êtes entré en contact avec lui. Déjà, comment on rentre en contact avec Pierre Sandor, parce que bah, pour nous, c'est devenu presque un mythe. Donc voilà. Et donc, quel est le genre de son texte, enfin, quelle est la teneur de son texte et dans quelle collection elle va s'inscrire? Parce que j'ai regardé sur votre site et j'ai trouvé plusieurs collections, par exemple Les âmes noires, Les indociles, Les inclassables. Et je me suis dit que ça pourrait correspondre tout à fait à Pierre Sandor à chaque fois. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, À noter qu'il ne sera plus un mythe puisqu'on le recevra bientôt, hein. On l'espère, en tout oui, cas. je suis au courant.
Alors, le mythe m'a envoyé un mail, c'est tout. Il m'a envoyé un mail voilà, en me demandant de, de- de- de le lire et de savoir si j'étais intéressé à le publier. Il se trouve qu'il y a très longtemps, euh, il m'avait proposé un texte, mais c'était une période où j'étais vraiment dans la panade, et donc je lui ai dit que je ne pouvais pas le publier. Et après, donc, il a publié dans d'autres maisons, La Dernière Goutte, Finitude, La Dernière Goutte, et puis là, il était chez Frédéric Martin au Tripode. Et une fois, j'étais allé à la librairie Caribe pour une rencontre qui le concernait, pour un bouquin qu'il avait publié au Tripode. Et donc, comme on avait déjà échangé par le passé, je lui avais dit que si un jour il avait l'intention voilà, de travailler avec moi, je restais ouvert, quoi. Voilà, je regrettais de ne pas l'avoir pu le publier alors. Après, voilà, lorsque j'ai reçu ce mail, j'étais très étonné. Et puis, bon, moi, tout de suite, la première chose que j'ai demandé, c'est quid du tripode? Parce que je n'allais pas aller marcher sur les plates-bandes de Frédéric Martin, voilà, dont j'apprécie le travail. Et puis, l'idée d'aller piquer un auteur à une maison d'édition, c'est pas mon genre. Et donc là, Pierre m'a dit que voilà, Frédéric n'adhérait pas à ce texte. Et donc, il souhaitait que ce texte soit défendu. Et moi, j'ai lu le texte et, contrairement à Frédéric, j'adhère au texte. Maintenant, vous parlez de la teneur de ce texte. Non, je ne vous en parle pas maintenant. Je suis désolé. Et Bon, ça vient, il sortira en janvier. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un texte qui est d'une construction éblouissante et qui est travaillé par toutes sortes de thèmes qui sont à la fois souterrain et très haut, et qui parle de nous, mais toujours avec cette façon très singulière qu'a Pierre Sandors de traiter des sujets. Mais le genre, vous pouvez pas nous dire, par exemple, si c'est plutôt un roman, si c'est plutôt de la poésie, enfin, C'est qu'on un ait roman. un C'est petit un peu de... roman. C'est un roman, d'accord. C'est un roman qui touche à de multiples genres. Mais c'est un roman qui emporte, qui est un roman qui fait réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'est un territoire. C'est un roman qui peut être lu peut-être même comme un livre de science-fiction, mais qui n'en est pas. C'est un roman qui est traversé par la poésie, puisque l'écriture de Sandors est traversée par la poésie, et donc voilà, c'est le même homme, hein, c'est le même écrivain, avec, pour moi, avec cette lignée constante et cette exigence dans, le, ouais, dans la façon de porter des thèmes qui sont les siens et qui touchent à l'universel. Voilà. Et bon, ce que je peux dire, c'est que c'est un hommage à Tarkovsky. Voilà. Mais Pierre vous en parlera peut-être plus. ah oui, oui, bien sûr, on l'espère, mais surtout, on vous réinvitera, bien sûr, en janvier pour la sortie du livre. Ça paraît totalement évident. Donc, on adorerait Gentil. avoir les deux visions, éditeur et auteur en même temps. Ce serait parfait. Isabelle? Oui, bonsoir et Bonsoir, Isabelle. merci d'être là. Alors Ah, merci à vous. moi, j'avais une question un peu triviale en fait, parce que vous êtes du coup une toute petite maison d'édition, vous avez démarré un peu de manière artisanale. Donc, quand on démarre comme ça, du coup, avec des textes qui marchent pas extraordinairement au début, enfin, j'imagine qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir vivre. Est-ce que vous vivez de votre maison d'édition aujourd'hui? Non, D'accord. Voilà. mais ce n'est pas un souci. Non, après, c'est voilà, pas du tout. Hein, c'est pas un reproche ou un jugement, mais c'est vrai que c'est super Non, en même temps de pouvoir vivre une passion, mais voilà, c'est une passion, voilà. Non, j'en vis pas, non.
Et du coup, je peux vous demander quel est votre métier par ailleurs, ou si vous avez un métier, si vous faites… Non, parce que c'est pas le lieu. Et Ah, d'accord, non, pas de là, je suis souci. là pour parler de littérature, pas de ce que je fais à côté. Non, non, pas de problème. Ryan? Bonsoir Pascal. En fait, je voulais vous poser une question sur les titres de vos livres. Ces derniers m'ont un peu interpellé par leur originalité. Je voudrais savoir si le choix vous revient-il ou c'est celui des écrivains. En règle générale, c'est celui des écrivains. Et puis, il se peut que parfois, un titre nécessite d'être changé. Alors ça peut être le cas, par exemple, dans les traductions. Voilà, il n'y a pas toujours le titre original, même si j'essaye quand même globalement de garder le titre original. Mais parfois, il y a des choses qui demandent d'être adaptées ou discutées. Donc, il est arrivé parfois qu'on discute sur les titres. Mais c'est assez rare. En règle générale, c'est plutôt le titre choisi par l'auteur. D'accord. Donc, le titre de Istrinka, c'est le choix de l'auteur, c'est ça? Alors ça, c'est le titre original. D'accord. Moi, j'avais l'idée de le publier en français sous le titre Cul-sec. Et puis, l'auteur, Arnaud Kamenisch, l'idée qu'il y ait le mot cul sur la couverture, ça le défrisait beaucoup. Et, même si je lui ai expliqué que c'était la traduction littérale de Ustrinkata, mais non. Et il ne voulait pas que ça soit cul-sec. Bon, avec Camille Luchet, la traductrice, on a cherché un biais, etc. Et puis, au final, je me suis dit que Ustrinkata, ça sonnait bien et que, bon, puisque c'était le titre original, ça sonnait, il pouvait rester tel quel. Et donc, il est resté tel quel et à la satisfaction de l'auteur, de la traductrice et de l'éditeur. Voilà. Mais c'est comme le prochain Kamenisch, voilà, qui vient en novembre. Vous ne voyez rien du tout, en fait, je crois. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, et ça s'appelle Cesner. Bon, ben voilà, c'est le titre original. Il n'y a pas de raison de le changer parce que c'est le nom d'une montagne. D'accord. Voilà. Vous voyez mieux ou pas? Oui, c'est très bien. Voilà. Parfait. Okay. Merci. De rien. Nicole? Bonsoir, bonsoir Pascal. Bonjour, ça va? Ça va bien et vous? Ouais. Bah oui. Bon, je vous l'ai déjà dit souvent, mais moi j'ai découvert Kidam avec Marguerite n'aime pas ses fesses en fait. Et depuis, je vous dois beaucoup de belles découvertes, que ce soit en littérature française ou en littérature étrangère. J'ai souvenir d'avoir lu un recueil de nouvelles grecques qui me reste encore bien en tête, ou pas mal d'autres choses. Non, c'est celui de Ikonomos. Ah, Economo, oui, je ne l'ai pas là. Effectivement, Christos Economo. Un petit peu plus blague, j'ai bien aimé aussi, mais je n'arrive pas à en parler. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment parler de ce recueil. Ça m'arrive pas souvent. Hein. Est-ce qu'on peut reparler de Trincadis? Oui, bien sûr. Qui a l'air de faire un carton quand même à la rentrée. Comment vous le ressentez? Parce qu'on a l'impression, dans la façon dont vous l'avez présenté, que vous avez eu un énorme coup de foudre. Ah oui. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'une façon simple. Elle m'a envoyé le texte et voilà, j'ai adhéré tout de suite. Et puis après, on a travaillé ensemble sur le texte, mais j'ai adhéré immédiatement. Et en plus, compte tenu des circonstances liées au Covid,
moi, j'avais pris la décision de ne rien publier en avril, mai, juin. Et j'avais pris la décision aussi de ne publier qu'un roman à la rentrée, et c'était celui-là. Donc, c'était un vrai risque parce que c'est un texte très littéraire. Bien sûr, il y a la figure de Niki de Saint-Phal, mais le texte est extrêmement exigeant. Et puis, voilà, dans une rentrée littéraire, souvent les choses les plus littéraires passent après. Et puis là, bon, ben voilà, là c'était un pari. Et je pense que le fait que je ne publie rien pendant avril, mai, juin, ça a été bien compris par les libraires, puisque je leur ai demandé de travailler ce qui était paru en janvier, février et mars. Et puis voilà, les livres de mars ont été quand même caviardés par cette histoire de Covid. Et puis là, effectivement, ben, Trincadis est en train de rencontrer le lectorat, et puis aussi la presse. Il y a des choses qui vont venir bientôt, là, au mois d'octobre encore, qui vont faire un large écho au livre. Et puis moi j'étais subjugué par ce bouquin, quoi. Parce que, comme tout le monde, je connaissais une partie de l'œuvre de Niki de Saint-Phal, mais je ne connaissais pas sa vie personnelle. Et c'est grâce à ce livre que j'ai découvert ben, voilà, le pourquoi de sa force créative, dans quelle origine elle s'inscrivait, d'où cette femme sortait et ce qu'elle avait pu faire dans l'espace d'une vie, sur la seconde partie de sa vie avec Tinguely, bien sûr, mais voilà, à quoi elle a échappé et quelle force elle a trouvé pour se reconstruire à travers l'art. Et ce qui me fascinait là-dedans, c'était la façon qu'avait Caroline Daines de traiter du sujet en tant que femme, d'inscrire la problématique de Niki de Saint-Phal aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu sur voilà, MeToo, sur la question des viols. Et moi, je trouvais que c'était un texte qui était vraiment fort, en résonance, et puis pas putassier pour un rond, mais et qui avec un vrai travail d'écriture autour à la fois de Niki de Saint-Phal, sa vie intime, et en même temps autour de son art, quoi, de ce que ça signifiait. Et puis j'aimais la façon dont le livre était construit, c'est-à-dire ça s'ouvre avec des enfants et ça se finit avec des enfants. Et toujours avec la question de l'art. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien, quoi. Et après, dedans, à l'intérieur, c'est construit évidemment comme la vie éclatée de Niki de Saint-Phal, et donc avec le Trincadis, quoi. Donc voilà, cette mosaïque qu'elle a utilisée, qui a fait connaître ses œuvres. Je trouvais qu'il y avait, justement, ça correspondait pile poil à ce que je fais depuis longtemps, c'est-à-dire un rapport très étroit entre le fond et la forme. Ouais, et là c'est tellement réussi parce que ça pourrait être casse-gueule, ça pourrait être un peu gadget et en fait c'est parfaitement juste. Enfin, moi ça m'a complètement percuté ce bouquin à la lecture. Moi aussi. J'aurais pu le publier si j'avais été éditrice. Et moi aussi. Oui, parce que tout ce qui aurait pu être gadget aurait été enlevé de toute façon. Oui. Chaque fois, c'était ça, je justifiais. Alors voilà, on a échangé, on a affiné des choses pour marquer encore plus les intentions qui étaient là dans le texte. Et puis voilà, comment traiter graphiquement ou sous la forme certaines choses. Voilà, mais c'est... Non, c'est... Oui, parce qu'il y a un travail spécifique au niveau du graphisme. À l'intérieur, il y a quand même des jeux de typographie qui sont... Alors, il y avait toutes sortes de choses qui étaient déjà là à l'origine, proposées par Caroline. Après, en discutant, parfois, il y a eu
j'ai pu lui apporter des petites solutions parce que j'avais repéré certaines choses qui étaient utilisées chez Reinhard Jägerl. Et donc, comme elle posait la même problématique parfois dans certaines phrases pour avoir à un moment donné de la phrase deux sens possibles de lecture, bon, ben, ça chez Jägerl, je l'avais sous la forme d'une fraction. Donc je lui dis, ben, ce serait bien d'utiliser une fraction. Et ouais, l'idée lui a plu. Et puis voilà. Et puis pour ce qui était du jardin des tarots, comme il y avait beaucoup de typos différentes, j'ai suggéré que certaines choses prennent la forme d'une carte de tarot pour que le texte se distingue finalement. Bon, voilà, mais ça fait partie des échanges qu'on a avec une auteure ou un auteur. Est-ce qu'on peut passer à l'extrait que vous nous avez préparé, Pascal? Allez, ça marche. J'espère que ça va faire combien de temps vous voulez? Bon, comme vous le sentez, hein, mais comme vous le sentez. Moi, je vais raccourcir un peu le passage. De la même façon que le personnage d'Agnès naît dans l'immortalité de Kundera, d'un signe délicat et fascinant, d'une main agitée dans les airs, Jean a jailli dans l'imaginaire fantasmatique de Niki en cet instant. Aucune invention ici. L'artiste elle-même l'avouera lorsqu'elle prononcera le discours d'ouverture du musée Tinguely à Bâle. Quelques secondes pour décider la moitié d'une vie. Vie amoureuse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc. bis. Un temps suspendu de son cours, mis entre crochets des regards, infimes mais suffisants pour reconnaître l'homme qu'il serait possible d'aimer, aimer longtemps. Comme Albertine se détourant, comme Bérénice rendue désirable, comme un bas-relief deviendrait ronde bosse, lui, soudain. Une seconde, un geste, la clope dans le beurre, hautement subversif, terriblement agressif, follement érotique. L'homme tout entier ici, contenu, et la vie qui va avec. Jean galopant après le fric qui n'a pas pour bouffer et chauffer, artiste brillant mais méconnu, puis jetant littéralement, alors que la notoriété le comble, son fric par les fenêtres, des trains, la brûlure intense sur ses doigts de gosse d'ouvrier, parce que caresser les billets n'appelle rien d'autre que la surprise dégoûtée. Un corps rabougri de vieilles bourges planquées sous des vêtements et un maquillage de luxe. Le flouze, l'oseille, le pèse, ça l'angoisse dès qu'il n'en a pas. Ça le fera, époque vache-maigre, gueuler après Niki, suppliant après une bûche supplémentaire pour chauffer l'atelier glacé lorsqu'elle sera fiévreuse. Mais ça le terrorise aussi, dès que ça lui dégringolera, épaule pain béni sur le coin de la figure. Jean, l'amant, épris du corps des femmes, réclamant le cul de Niki. Pas de yad appuyé, ni de paroles égrillardes, rien que ça. La raideur du mégot enfoncée dans la graisse liquéfiée. La possibilité d'une obscénité. Ce qui lui ressemblerait bien, lui, dont les machines échafaudées pour jouxter les sculptures de Niki en 1967 à Montréal, rivaliseront d'ardeur mâle et désirante, mimant la possession, ou du moins son envie, les menaçant de perforation, de pilonnage, d'empalement, tournant, montant, descendant, avançant, reculant, machine ludique et agressive conçue pour ferrailler le corps monumental des nanas, encore et encore, dinguerie du désir sans fin, comme si l'assouvissement restait tout simplement impossible. Lui encore qui organisera 3 ans plus tard devant la cathédrale de Milan, cet outrage aux bonnes mœurs, cet attentat à la pudeur sous forme de happening. Un immense phallus, doré de 5 mètres, dardé vers la nuit italienne, explosant en 1000 feux d'artifice, comme une spectaculaire éjaculation aux couleurs arc-en-ciel de Niki. Lui, à nouveau, qui, quand il ne crie pas à ses côtés, ne cessera de dire l'insupportable de leur séparation et la douleur physique de la frustration sexuelle. Nikochka, petite fleur terrible, partout je pense à toi. Je me branle sur tes seins, je jouis sur ton ventre, je suis sur toi, je suis à toi, je t'aime. Et elle, qui n'en pensera pas moins, le représentant sur une de ces sérigraphies en amoureux multiples, priapiques, à sexe conique, à s'introduire entre des cuisses multicolores et largement ouvertes de nanas batifolantes, célébrant sans fausse pudeur, souviens-toi, le souvenir de leur nuit dans ce joyeux Kamasutra aux positions carnavalesques, au milieu duquel elle tamponnera un cœur aux dentelures de timbre, entourant leurs 2 profils, la blonde et le moustachu, yeux dans les yeux, comme on grave à l'adolescence sur le tronc d'un arbre, ses initiales entrelacées à celles de l'aimé, couple d'amoureux redoublé dans une vignette à droite. My love in bed with you, reposant côte à côte sous les draps blancs, reprenant souffle, reprenant pied, dans la lente extinction du plaisir,
prêt pourtant éternellement à réinventer l'amour. Alors, une obscénité, pourquoi pas? On peut rester fasciné par le caractère unique de leur compagnonnage artistique, la complémentarité toujours renouvelée de leurs œuvres, par cette formidable créativité à deux dos, mais ce serait faire l'impasse sur le ciment, la soudure, la charpente, les fondations. Toutes les métaphores de construction sont recevables ici de leur couple, le cul. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas moi qui ai choisi l'extrait, c'est bien Et moi, Pascal, et j'adore. En effet, ça pulse, hein, ça envoie. Et j'imagine ouais, que tout le livre est ainsi. tout le livre est comme ça, c'est-à-dire l'écriture est très dynamique, très dense, très intense, et puis elle varie aussi en fonction de ce qui se passe, parce qu'il y a là-dedans, il y a évidemment un travail sur les archives, il y a des choses qui ont été digérées, mais je dis bien, c'est un roman, c'est pas une biographie. C'est-à-dire que Caroline a pris des libertés, elle a créé des interviews fictives, mais qui auraient pu être potentiellement réelles, et elle les a nourries de tout ce qui était possible de faire à ce moment-là. Voilà. Par exemple, avec le forain, lorsqu'elle a emprunté une carabine pour tirer sur ces tableaux tout blancs de plâtre, dans lesquels il y avait des poches de couleurs qu'elle faisait exploser. Et donc, voilà, elle a inventé une interview fictive avec le forain qui prête la carabine, et ainsi de suite. Et là, l'écriture est changeante, puisque c'est un forain qui parle. Même chose avec un psychiatre voilà, qui a délivré des électrochocs pour la sortir de la folie dans laquelle elle était. C'est vraiment un livre très fort. Voilà, de toute façon, bon, je dis souvent ça dans les bouquins. Donc, non, j'étais vraiment très heureux de recevoir un tel texte. Et après, bon voilà, après c'est un pari et j'ai tout mis pour que ce livre soit reconnu et bon, ça a l'air de commencer à être le cas. Taël? Oui, bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde. Ouais. Moi, j'avais connu Kidam à travers le livre de Erwan Larrer. Et ensuite, j'ai découvert Philippe Hanoch avec Seule la nuit tombe dans ses bras. Oui. J'aimerais bien qu'on parle, si c'est possible, si c'est pas trop tôt, des Singes rouges hein, qui va sortir en octobre, il me semble. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait un lien entre les auteurs que vous choisissiez ou c'était vraiment... voilà, s'il y avait quelque part un fil conducteur au travers des auteurs et des livres que vous choisissez. Quoi. Alors, Philippe Hanoch est venu à moi parce qu'un jour, j'étais chez Pascal Casanova lorsqu'elle avait son émission les Mardis littéraires à France Culture. Elle m'avait invité pour parler de Jérôme Lafargue, dont j'avais publié le premier roman, L'ami Butler. Et je crois que Philippe a entendu l'émission et il s'est dit qu'il allait m'envoyer un bouquin. C'était comme ça, voilà. Et le bouquin qu'il m'a envoyé à l'époque, c'était Liquide. Et bon, voilà, j'étais pareil, subjugué par la maîtrise, etc., le jeu des contraintes qui existe dans ce texte. Et puis voilà, on a commencé une collaboration ensemble. Voilà, Philippe fait partie des gens que j'aime suivre, voilà, quoi qu'il en soit. Parfois, il m'est arrivé de refuser des textes, mais bon, là, ce texte, j'ai eu une première version et je lui ai simplement dit que pour moi, c'était pas complètement abouti. Et puis, le temps a passé et puis il est revenu avec une deuxième version et cette version, je l'ai prise voilà, tout de suite, quoi. Et ça change de ce qu'il fait d'ordinaire. C'est-à-dire qu'en même temps, ça ne change pas puisque tous ces livres sont traversés par la question de l'identité et c'est une thématique qui est constante dans tous ces bouquins, quelle que soit la façon qu'il a de traiter de cette question. Mais là ça touche quelque chose d'intime chez lui que je vous laisserai découvrir. Et donc, avec cette intimité et à travers
à travers l'échange mémoriel, il y a des choses qui se mettent en place et il montre comment les mots sont porteurs à la fois de souvenirs, mais aussi de mémoire, et puis comment cette mémoire se transmet, si elle est poreuse, qu'est-ce qui reste de la transmission. Et c'est la relation aussi d'un fils avec une mère, enfin, de Philippe avec sa mère. C'est très beau, très, très, très beau. Et c'est subtil, comme toutes ces constructions, mais là, il y a une dimension qui est touchante. Dans Liquide, il y avait ça aussi, mais on abordait cette question qu'à la fin, d'un coup, il y avait quelque chose qui émergeait, qui soudainement était de l'émotion pure, alors qu'on était dans une espèce de carcan constant. Et, tandis que là, bon, bah, là l'émotion irradie de façon constante à travers tout le livre. On sent justement… Ça sort le 22 octobre. Le 22 octobre. On sent justement que vous avez un attachement fort aux auteurs et aux traducteurs et que vous essayez, je pense, d'avoir des visions sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît de travailler sur le long terme avec différents auteurs, mais toujours les mêmes? Et comment s'ingèrent, entre guillemets, les nouveaux auteurs que vous choisissez dans ce catalogue, si tous vos anciens auteurs, tout simplement, publient à chaque fois un texte récurrent? Bah, il me semble que ne pas avoir une politique d'auteur, enfin, c'est pas moi, quoi. Donc, voilà, on commence à travailler avec quelqu'un, il faut le continuer. Alors, bien sûr, parfois, il y a des problématiques économiques qui sont fortes parce que l'équilibre est parfois difficile à trouver. Et donc, je suis un peu moins jusqu'au boutiste que je n'étais par le passé. Donc, j'ai ouvert un peu le catalogue, mais en faisant très attention à ce qu'il reste exigeant, tout en sans rien bader de la qualité. Voilà. Après, bon, ben voilà, il y a des gens qui produisent beaucoup plus que d'autres. Mais parfois, ils doivent attendre un peu. Et puis, les nouveaux qui arrivent, on leur fait une place. Et puis, la question aussi de la place, elle s'insère dans une vision qui porte sur une année. Parce qu'il faut prévoir les choses sur un an et donc équilibrer les publications. Parce que c'est pas être grand devin que de dire qu'il y a des livres dont on sait qu'ils vont pas faire 3 000, 5 000, 10 000, quoi. On le sait. Parce que le thème qu'il traite ou l'exigence de l'écriture fait que ça va rester dans une jauge entre 500 et 1000, 1200 peut-être, voilà. Donc il faut essayer de construire le catalogue pour que ça s'équilibre dans l'année et en même temps que personne ne soit grugé. Moi, je défends tous les bouquins de la même manière. Et bon, quand un bouquin prend tout de suite, évidemment, il va demander plus de temps parce qu'il faut s'en occuper d'une façon constante. Mais je mets la même énergie à défendre tous les bouquins. Voilà. Le Palavos, par exemple, Blague, il a été plombé littéralement par le Covid, puisqu'il devait sortir le 19 mars. Et donc, on a été confiné le 12 mars ou le 14 mars, je ne sais plus. Et donc, il est resté dans les cartons. Il était dans les cartons chez les libraires, il était dans les cartons sur des quais de transport, et il était dans des cartons à la FNAC, et une partie qui devait être diffusée chez le distributeur n'a pas été distribuée. Bon. Et puis quand c'est reparti, il s'est trouvé que ce texte a commencé à avoir de la presse. Alors évidemment, la mise en place était très très basse, mais j'ai fait le maximum que je pouvais pour pouvoir faire qu'il existe et qu'il vive un peu, pas trop mal
c'est une sacrée crise, quoi. Voilà. Par rapport au nombre de publications par an, Pascal, vous êtes plutôt entre 10 et 15? Non, 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 15, non, 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 non. Plutôt 10? Maximum 10. Non, Très non, bien. 10. 10, c'est déjà beaucoup. Déjà Isabelle? beaucoup. Isabelle a disparu? Non, elle a le micro coupé, Isabelle. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon micro. Je disais dans la lignée de ce que vous étiez en train de dire, du coup, sur les ouvrages qui ont eu du mal avec le Covid, forcément, une sortie le 19 mars, c'était forcément compliqué. Et vous disiez que du coup, vous aviez essayé de reculer ou de ne pas publier au mois d'avril et au mois de mai. Et du coup, c'est les livres qui ont été mis en stand-by dans cette période-là. J'imagine que du coup, vous les réétalez sur la suite, la suite de l'année, vous décalez tout. Comment vous avez fait vos choix en fait, parce que ça doit être très difficile sur une petite production comme ça où vous êtes tellement attaché aux auteurs de dire bah non, on fait pas ou on fait plus tard. Ou comment vous êtes organisé en fait par rapport à cette crise de Covid? Bah, voilà, par exemple, le livre d'Anna Dubosc, qui devait paraître en avril, on a discuté longuement avec Anna pour savoir ce qu'il fallait faire. Et moi, j'étais partisan du fait qu'il fallait ne pas le publier en juin, parce qu'il aurait il aurait une vie très courte, puisqu'il allait avoir la rentrée, il y avait les vacances au milieu, et les gens n'allaient pas être attentifs. Donc, j'ai décalé au 30 octobre. Donc voilà, ça c'est un des titres que j'ai décalé en octobre. Catastrophe de Pierre Barrault, qui était prévu en mai, a été décalé au mois de novembre. Quant à Finir les restes de Frédéric Choloff, qui devait paraître aussi en mai, a été décalé en février. Voilà. Après, bon, dans le cas d'Anna Dubosc, il s'est trouvé que Jean-Claude Lebrun de l'Humanité a fait paraître un super article, mais en avril, quoi. Voilà. Non, non, pardon, pas en avril, en mai, quand il y a eu, quand on est sorti du confinement, il a publié son article, parce que, voilà, mais bon, c'est comme ça arrive, mais l'article, on va le réutiliser parce qu'il était hyper enthousiaste du livre d'Anna Dubosc, Bruit dedans. Et donc voilà, après, c'est tout un travail à faire, à reprendre, même avec le distributeur, parce que du coup, il y a des livres qui étaient travaillés par les représentants, donc il faut qu'ils soient retravaillés, ce qui n'est pas toujours simple. Ouais, j'imagine. Mais c'était la meilleure solution, il n'y avait pas d'autre solution que d'étaler un peu dans le temps. Alors là, du coup, je me retrouve avec 3 titres en octobre, et donc il y a certains libraires qui trouvent que c'est trop, quoi. Alors, c'est toujours cette même problématique, c'est-à-dire si ça vient d'un gros qui publie 6 ou 7 titres ou 10 titres en l'espace de 2 mois, ça ne pose pas de problème, mais un petit qui, du coup, publie 3 titres à cause du Covid dans un seul mois, ça devient problématique. Bon, voilà, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Elle? Oui, alors j'avais 2 questions. La première, c'était, on sent bien effectivement cette fidélité aux auteurs. Est-ce que vous avez aussi vos imprimeurs et votre papier attitré? Enfin, comment vous faites ce choix et ce travail avec les imprimeurs? Et après, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu du répondeur, que je n'ai pas lu. Et donc, j'aimerais bien que vous nous en parliez, parce que je pense que c'est un des livres qui a beaucoup circulé dans le cadre de Quidam. Oui. Alors, la question du papier, c'est assez classique, hein, c'est du Munken Print White, 80 grammes, main de 1,8. Et les couvertures, c'est du All in Rough, 300 grammes. Et sans pelliculage, ni mat, ni brillant. Donc, c'est le papier lui-même. Donc, ça donne un toucher qui est particulier. Et certains livres ont des rabats et d'autres non. En règle générale, je crois que j'ai dû faire quelques bouquins avec rabat, mais peu.
Voilà, et alors les imprimeurs, ben là, en ce moment, pour Trincadie, j'ai dû chercher un peu partout pour assurer les tirages pour éviter la rupture. Donc, moi, j'imprime parfois dans l'Union européenne. Donc, par le passé, il m'arrivait d'imprimer en Pologne, en Bulgarie, je crois, en Lettonie. Avant, j'imprimais en France. Là, en ce moment, je réimprime en France. Voilà. Et je travaille avec des imprimeurs français. Donc, c'est les gros imprimeurs, hein, Corlet, Laballerie. Parfois, parfois, je travaille avec des petits imprimeurs. Si c'est un petit tirage voilà, de 300 exemplaires en numérique ou pour du réassort sur certains titres, comme ça peut m'arriver pour Yergel, où je refaisais des tirages de 300 ou 500. Mais ça, c'est... Tout le monde est dans le même cas. Après, parfois, je sais que Finitude, par exemple, ils sont très attachés à imprimer Flock, qui fait partie du groupe Laballerie. Mais bon, voilà. Intrinsèquement, ça ne change pas grand-chose. Et par rapport au répondeur? Alors, par rapport au répondeur, le livre, là, voilà, Luc Danvillain. Bon, c'est un livre qui est, qui est étonnant parce que c'est bourré d'humour et en même temps, ça raconte. Alors, certains ont dit que ça racontait le milieu littéraire. Alors, disons qu'il y a des traits du milieu littéraire qui sont effectivement mis en avant dans ce texte. Bon, le pitch est assez simple, hein, c'est l'histoire d'un imitateur qui galère dans un petit théâtre et voilà, qui fait des représentations. Il tire le diable par la queue, quoi. Il aimerait bien être reconnu un peu plus qu'il ne l'est. Voilà, jusqu'au jour où, à la fin d'une représentation, dans la coulisse, vient le rejoindre un écrivain célèbre qu'il admire. Et cet écrivain célèbre va lui faire une demande totalement incongrue. C'est-à-dire que l'écrivain lui dit, l'écrivain est tellement subjugué par ses qualités d'imitateur qu'il va lui demander de répondre à sa place au téléphone. Et il va lui confier son portable parce que l'écrivain célèbre veut avoir du temps pour pouvoir travailler tranquillement sur ce qu'il estime être son grand œuvre et donc ne pas être dérangé par qui que ce soit son éditeur, sa fille, son ex-femme, sa maîtresse, sa nouvelle compagne, un traducteur, etc. Tout ce qui foisonne autour de la figure de l'éditeur. Et donc, il lui confie, non seulement il lui confie son portable, mais en même temps, il lui donne une sorte de Bible qui, en quelques phrases, décrit chaque personnage, à charge pour Baptiste, l'imitateur, de répondre au téléphone. Et donc, évidemment, dès le départ, il commence à répondre. Et puis, petit à petit, il va être pris au jeu et il va s'immiscer dans la vie de ce grand écrivain. Et surtout, ce qui va déclencher le fait qu'il aille encore plus loin, c'est qu'il tombe amoureux de la fille de cet écrivain. Et donc, à partir de là, il va générer des quiproquos en chaîne jusqu'à un final qui est totalement inattendu. C'est d'une grande maîtrise, c'est plein d'humour, c'est jubilatoire. Les personnages sont extrêmement bien décrits. Alors, Luc Danvillain, moi, je ne le connaissais pas parce qu'il est surtout connu comme auteur jeunesse et je crois que c'est quelqu'un qui vend beaucoup en jeunesse. Mais là, il est venu vers moi par l'intermédiaire de Erwan Larreur.
voilà, c'est Erwan qui l'a recommandé. Et voilà, il m'a envoyé ce texte. Et ben, comme pour Trincadis, moi j'adorais ce texte. Et puis voilà, je me suis dit, bon, allez, let's go. Voilà. Et le texte, si tout va bien, va devenir un film. Voilà. Très bien. Et vous avez déjà, alors c'est en cours ou c'est en tournage ou c'est encore Non, un c'est projet? en tournage, c'est en cours. Voilà. Très bien, super, super. On a hâte de voir le casting. Oui, enfin, il faut que ça aille au Ça se bout. fait. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler aussi du livre de Pierre Terzian qui est sorti aussi pré-confinement, pardon. Vous avez sorti au final beaucoup de livres entre janvier et mars. Non, j'ai sorti. Alors, 3-4, oui, non? Ouais, il y a eu oui. Derrière la gare. Alors, bon, voilà, j'ai sorti Le Répondeur, et effectivement, j'ai sorti en février les 2 Arnaud Kamenisch, parce que il y en avait un, Ushtrinkata, qui était inédit, et je rééditais Derrière la gare. Parce que j'ai publié toute l'œuvre de Kamenisch avec Camille Lucher comme traductrice. Et donc, on s'était entendu pour republier donc, ce qu'on appelle le cycle Grison, donc dans lequel il y a 16 nerfs, Derrière la gare et Ushtrinkata. Et puis l'année prochaine, il vient La dernière neige. Donc effectivement, en février, il y avait 2 titres. Mais bon, c'est le même auteur, c'est des petits bouquins. Et puis, ben voilà, voilà, ça fait longtemps, Pierre Terzian. Alors c'est assez marrant parce que de Pierre Terzian, j'ai publié il y a longtemps un texte qui s'appelait Crevasse, qui était un texte très sombre, qui racontait un peu le parcours d'un solitaire, un solitaire qui allait vers sa propre disparition. Et puis, après, il a publié 2-3 textes dans des petites maisons, principalement de la poésie, ou un texte ainsi pamphlétaire par rapport au terrorisme. Et on s'était un petit peu séparés sur une incompréhension. Il m'avait donné un deuxième texte dans lequel il croyait. Et moi, j'estimais que ce texte n'était pas publiable, donc je l'ai refusé. Et voilà, voilà pas qu'un jour, il m'appelle et il me recontacte et il me dit, j'ai un texte, est-ce que... Et moi, je lui dis, ben oui, envoie-le et puis on va voir, quoi. Et puis quand j'ai reçu le texte, ben, voilà, je me souviens très bien, j'étais à l'extérieur sur les escaliers qui mènent au jardin chez moi et j'ai lu 3 pages et j'ai explosé de rire. Et donc, j'ai fait lire ces 3 pages à ma femme. Elle a rigolé pareillement. Après, j'ai lu tout le texte. Et bon, voilà, j'ai fait ce livre parce que d'abord, c'est très bien construit. Il y a ce jeu sur la langue, l'anglais, le mélange entre le français et le québécois. Ouais, j'explique en gros que voilà, Terzian, il s'est installé au Québec et il a épousé une Québécoise. Il vit au Québec et ça fait longtemps qu'on ne s'est jamais connu. Raconte en fait la galère qu'il a eue au départ, c'est-à-dire qu'il devait trouver un boulot. Et donc, pour assurer sa subsistance, il est devenu un remplaçant dans les garderies, mais donc corvéable un peu à merci selon les nécessités des garderies montréalaises. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans toutes sortes de garderies, des quartiers les plus pauvres jusqu'aux quartiers les plus huppés, comme il dit, type 7e arrondissement, jusqu'à des garderies autochtones, donc avec des enfants inuits. Et voilà, le livre ramasse toutes sortes d'anecdotes qui lui sont arrivées, des paroles d'enfants, et puis en même temps parle de la réalité sociale, c'est-à-dire comment ces enfants sont encadrés, comment les gens qui travaillent dans les garderies
tire la langue parce que les subventions sont coupées, etc. Donc c'est un livre qui est à la fois politique, qui est social, et qui en même temps a une humanité incroyable. Et puis en même temps pose la question de la langue, c'est-à-dire que, comme diraient les Québécois, c'est un maudit français au Québec. Et comment ce maudit français, il s'en sort justement avec l'identité québécoise, son identité française, et comment il s'adapte, et comment il met tout ça en perspective, c'est-à-dire le brassage de l'anglais, du québécois, du français, les attitudes des uns et des autres. Et donc, on a une vue en coupe du Québec moderne, quoi. C'est ouais, c'est un journal et en même temps, c'est une formidable tranche de vie qui montre ce que sont les gamins, quoi. Comment ils sont éduqués, par qui ils sont éduqués. Donc, il y a des contrastes qui sont absolument saisissants. Et moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui valait la peine parce que il avait un point de vue qui était totalement inattendu, à la fois sur le Québec, sur cet aspect social, et puis voilà, sur la question de l'austérité aussi. Comment on traite le social aujourd'hui en évitant d'y mettre l'argent qui est nécessaire. Annie? Alors, il faut allumer ton micro. Annie, Pardon. C'est bon. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous et à tous. bonsoir, Je suppose que vous recevez des centaines de manuscrits à l'année. Comment faites-vous? Est-ce que vous les lisez tous et en entier? Et est-ce que vous avez des lieux privilégiés pour lire? Là, j'entendais sous l'escalier. Est-ce que c'est toujours sous l'escalier que démarre la lecture d'un nouveau manuscrit? c'était pas sous, c'était sûr. Ah, c'était sûr, pardon. Non. Alors, des centaines de manuscrits, oui. Dans une année, oui. J'ai instauré un système où je demande de lire des extraits de PDF, 30-40 pages. Voilà, et puis que j'ouvre. Voilà, et si je suis accroché par un texte qui m'intéresse un peu plus, si je vais jusqu'au bout des 40 pages, enfin, s'il y a un projet derrière, à ce moment-là, je vais demander un manuscrit. Puis je vais lire tout le manuscrit sur papier. Et puis, bon, voilà, de donner une réponse, oui ou non. Voilà, ça se passe comme ça. Oui. Mais je suis sûr que je rate des choses aussi. Ça, c'est inévitable. Parce que ça tombe. Là, par exemple, comme je constate qu'il est arrivé la même chose lorsque le livre que je ne voulais pas écrire a marché, lorsque Takawan a marché, ou Oriana, et là, Trincadis, c'est que un livre qui se met à marcher, c'est un petit éditeur, va générer des tombereaux de manuscrits. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, ça arrive à foison. Voilà. Et donc là, j'en ai... matériellement, j'arrive parfois pas à avoir le temps de tout ouvrir, ou disons que ça va me prendre un certain temps. Et pour lire, bon, ben, voilà, quand c'est du papier, je lis n'importe où. Par rapport à votre comment dire, au livre de poche, quelle est votre vision là-dessus? On voit que vous avez une collection. Est-ce qu'on peut appeler une collection poche, celle que vous avez, semi-poche? C'est pas du semi-poche, c'est vraiment le format poche, mais j'appelle pas ça une collection parce qu'il y a peu de titres. C'est un projet que je veux développer, mais différemment, mais peut-être pas tout de suite. Après, la politique que j'ai par rapport aux poches, en règle générale, le poche approche lorsque vous avez un livre qui se vend bien. Voilà, dès qu'il y a un livre qui se vend fortement ou dont on parle, à ce moment-là, il
les maisons spécialisées dans le poche vous approchent. Après, voilà, ben, il y a deux options. Hein, on accepte le poche ou pas. Moi, je suis parti du principe que un bouquin qui marcherait très bien, il était préférable qu'il soit très très bien défendu par une maison spécialisée là-dedans et voilà, qui donne à l'auteur une chance plus importante d'être reconnu, parce que ça diffuse largement. Et puis ça permet aussi aux gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un grand format à 20 € de trouver le poche à 8,50 €. Quoi. Après, c'est de la cuisine de négociation entre les éditeurs poche et l'éditeur qui cède les droits pour quelques années. Stéphanie? Oui, alors moi je voudrais revenir sur la notion d'insolite que vous avez peut-être un peu développée au début, mais j'étais pas connectée, j'ai pas entendu. Parce qu'on a rencontré pas mal d'éditeurs indépendants et ils ont quand même tous tendance à dire que leur ligne éditoriale, c'est quand même publier ce que les autres maisons ne publient pas, donc des textes un peu à la marge, à l'écart. Et du coup, je voudrais savoir ce que c'est que votre définition à vous de l'insolite, parce que dans un paysage éditorial comme celui qu'on connaît dans les maisons indépendantes, si tout le monde revendique l'insolite, finalement, ça devient quoi l'insolite ? C'est une question qui me traverse depuis qu'on rencontre plein d'éditeurs intéressants qui ont des visions très intéressantes. Mais je me demande du coup ce que c'est que l'insolite. Alors moi j'ai pris comme antienne l'insolite et le singulier il y a 18 ans. Donc, c'était un positionnement de 2 décennies. Donc maintenant, si aujourd'hui le terme est repris par d'autres, ben, je dirais tant mieux, mais je ne sais pas ce qu'ils mettent là-dessous. Moi, c'est ce que j'ai dit dès le départ, c'est que ce que j'ai mis là-dedans, c'était l'idée de développer quelque chose qui soit purement et simplement de la création, une politique d'auteur et un catalogue qui s'attache à défendre tant la littérature française que la littérature étrangère contemporaine. Voilà. Et ma ligne, c'est ça. Après, qu'on range les choses dans des boîtes au fil du temps, sous des collections, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est le fait de défendre des choses de création et le fait de faire entendre des voix que personne n'a fait entendre au départ. Mais je pense que les jeunes éditeurs ou les nouveaux éditeurs qui sont apparus sur le marché depuis, je sais pas moi, 4 ans, 5 ans, ils s'attachent à se distinguer aussi de la même manière. Alors, même s'ils utilisent le terme insolite, voilà, c'est pas problématique. Voilà. Je ne sais pas ce que vous attendez comme type de réponse. Moi, ma réponse, c'est ça, c'est la création pure et dure et des voix qu'on n'a pas entendues avant. Voilà, des gens qui n'ont jamais été traduits. J'ai commencé à faire traduire Yergel en 2007 et il a eu le prix Büchner en 2010. Le prix Büchner, c'est le prix le plus important, enfin c'est 10 fois le Goncourt en Allemagne. C'est un prix qui a une aura qui est énorme. Mais voilà, pour autant, si ma mémoire est bonne, j'ai vendu plus d'exemplaires d'inachevé que Yergel en a vendu en Allemagne au départ. Voilà. Mais ce que j'ai vendu, c'est par rapport à une échelle de commercialement porteuse, c'est rien, c'est 1700 exemplaires. Mais c'est la littérature la plus contemporaine
qui soit en Allemagne. C'est l'équivalent de Arno Schmidt dans les années 50-60 que défend Tristram. Voilà. Pour moi, ça, c'est de l'insolite et ça, c'est du singulier. Et ça donne la possibilité au lectorat français de lire des choses qu'il n'aurait de toute façon jamais lues. Voilà. Ça, c'est une ligne. Après, voilà, que ce soit rangé sous le terme insolite, singulier, création ou je ne sais quel terme, ça n'a pas d'importance. Est-ce que je peux rebondir, Anthony? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors est-ce que vous cherchez aussi des voies, c'est-à-dire des écritures qu'on n'aurait pas encore croisées? Est-ce que c'est pas seulement dans la thématique et dans les problématiques qui sont abordées, mais aussi est-ce que c'est dans la forme? Et parce on voit souvent une nouvelle forme d'écriture qui consiste à déconstruire un peu la langue. Enfin, moi, c'est pas forcément ce que j'apprécie, mais est-ce que vous estimez qu'il faut renouveler du point de vue de la forme aussi et que l'insolite, ça se place aussi de ce côté-là? C'est ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que depuis le départ, c'est mon projet. C'est mettre en avant des livres qui justement travaillent le fond et la forme. Et après, des voix, évidemment, il suffit d'ouvrir un livre de Reinhard Tiergel pour comprendre que sa voix est unique et la façon dont il utilise la plastique de la langue allemande, traduite en français par Martine Raymond, sort totalement de l'ordinaire. Personne n'a fait ça auparavant. Comme personne n'avait fait du Arno Schmidt avant Arno Schmidt, ou comme personne n'a fait du Joyce avant Joyce. Voilà. Maintenant, est-ce que je cherche à faire toujours des choses aussi aiguës et aussi contemporaines? Non. Mais effectivement, quand je regarde le catalogue, il y a des jalons et ces jalons dessinent une ligne très précise d'un engagement sur la littérature contemporaine. Après, la construction, la déconstruction de la langue, je dirais que c'est une problématique d'auteur. Il y a des gens qui la désossent, qui écrivent en français aujourd'hui et qui sont, je sais pas, je peux penser à certains livres de Claro, voilà. Il y a des gens qui désossent la langue, qui en font quelque chose d'autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que tout le monde doit faire. Non. Il y a des, je sais pas, si on regarde, je sais pas, j'ai lu le livre de Sarah Chiche, par exemple. Il y a des choses hyper intéressantes dans la façon de travailler la langue, ou Mauvigné, il y a toutes sortes d'écrivains aujourd'hui qui font ça, quoi, qui font ça parfois dans un cadre très, très classique, mais où la langue est littéralement mise à l'épreuve. Et puis, il y en a qui font ça dans un cadre beaucoup moins classique, en jouant de toutes sortes de choses. Je ne sais pas. Et puis, je sais pas, je peux penser à des choses qu'a faites Chloé Delhomme ou d'autres. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui font des choses inventives. Après, je pense que d'un point de vue narratif, il y a des gens qui ont une capacité à raconter des histoires d'une façon formidable. Et en tant que lecteur, même si j'ai un goût pour la littérature contemporaine, moi j'aime bien lire par exemple un livre qui narrativement parlant est super bien construit et puis qui te saisit, quoi. Voilà. Le fait de publier Pierre Sandors en est la meilleure preuve. Par exemple, mais Sandors, pour moi, il est à la fois inventif dans la forme et en même temps, voilà, il y a une très forte narration, mais la construction c'est un Rubik's Cube, c'est aux petits oignons, quoi. Donc, insolite, c'est pas forcément opposé à classique, c'est-à-dire il peut quand même subsister des éléments classiques, soit dans la construction narrative, soit dans même la syntaxe,
et il faut qu'il y ait quelque chose qui mette le feu à un moment donné, en fait, pour que ça devienne insolite, c'est ça? Mettre le feu, je ne sais pas. Si je prends l'exemple, par exemple, de La femme du métro de Ménis Kouandarias, c'est un petit livre qui fait 70 pages, qui raconte un truc complètement banal, c'est-à-dire une histoire d'adultère entre un étudiant et une femme mariée de 45 ans qui se rencontrent dans le métro. Il n'y a rien de plus con qu'une histoire d'adultère, quoi. Et ça foisonne dans les bouquins. Maintenant, dans ce petit livre de 70 pages, il y a une façon de raconter l'histoire et une façon d'user du non-dit et de ce qui est souterrain, tant dans les situations que dans l'inconscient des personnages. C'est un petit livre qui est écrit comme une sonate. Et c'est parfaitement classique, mais c'est parfaitement inattendu. Et c'est de toute beauté. Voilà. Mais c'est archi classique. Il n'y a rien de plus con que l'histoire d'adultère. Elle? Oui, moi j'aimerais qu'on revienne sur le choix du nom de la maison d'édition. Enfin, comment c'est venu en fait ce choix de Kidam? Alors c'est simple. Comme je suis autodidacte et que je n'ai pas de formation, je n'ai pas eu de formation d'éditeur, j'avais simplement mon goût en tant que lecteur. Je cherchais, je n'avais pas donné mon nom à la maison d'édition. Voilà, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Donner mon propre nom à la maison d'édition, non. Donc, j'ai pris l'inverse, c'est-à-dire Kidam, voilà, Kidam qui est personne et qui est quelqu'un en même temps. Voilà. Et après, c'était le catalogue qui devait faire la différence. Voilà. Est-ce que Kidam allait devenir quelqu'un? Voilà, c'est tout. Au départ même, voilà, je sais que ça a amusé certaines personnes. Ils m'ont dit, mais Kidam, ça veut dire personne, donc. Voilà. Le fond de l'affaire, c'est que je ne voulais pas donner mon nom à une maison d'édition parce que ça me paraissait totalement délirant, quoi. Nombriliste? En plus. En tout cas, la définition est belle d'être de personne et de devenir quelqu'un. Je trouve ça plutôt poétique pas devenir quelqu'un. C'est pas moi de devenir quelqu'un. C'est oui, la maison, bien sûr. Que la maison devienne quelque chose qui ait du sens et qui parle aux différents lecteurs, lectrices, lecteurs, quoi, voilà. Et que le travail soit reconnu à terme, quoi. Bien sûr. Il y a un livre qui va bientôt sortir de Gabriel Whitkop. On avait reçu les éditions Bourgois il y a peu et je crois qu'ils sortent aussi un livre bientôt de Gabriel. Ils sortent les héritages. C'est ça. Héritages en inédit et chez vous, c'est Hemlock. Voilà. Moi, je sors Hemlock, qui est un livre qui n'a pas été publié depuis plus de 30 ans. Et qui a une arrivée extraordinaire, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un monstre, hein, parce qu'il fait combien de pages? Il fait 546 pages, ouais. 546 pages, et Gabriel Whitkop considérait que c'était peut-être son livre le plus abouti. Et là, c'est pareil, c'est marrant, parce que j'étais sur Facebook, et Nicolas Delescluze, qui est le légataire littéraire de Gabriel Whitkop, qui a une émission de radio qui s'appelle Palude sur Radio Campus Lille, dit un petit truc comme ça, qui pour publier Hemlock? Et j'étais là à ce moment-là. Et moi, j'ai dit, Kidam. Et donc, il me dit, parlons en messagerie. Voilà, je dis, voilà, oui, Kidam, pourquoi pas. Et puis, voilà, on a pris langue, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, ça demandait un sacré boulot, mais je suis vraiment très content. Et puis, bon, avec Bourgois,
Clément Ribes, on s'est mis d'accord pour travailler un peu en synergie, à la fois au niveau presse, et puis je pense qu'on organise aussi une rencontre à la Maison de la Poésie, si ma mémoire est bonne, le mardi 3 novembre, ou 4 novembre, je ne sais plus, ou 2 novembre, enfin c'est un mardi. Voilà, donc il y aura des extraits qui seront lus, des héritages, et toute une soirée sur Gabriel Witkop, avec Bernard Vallet, qu'il avait publié avant chez Vertical, voilà, des lectures avec une comédienne, Nathalie Richard. Et puis voilà, donc Hemlock, c'est un livre absolument fantastique. En fait, ça raconte le destin de 3 meurtrières. À l'époque, lorsque le livre a été publié en 88, le sous-titre c'était Hemlock ou les poisons. Et en fait, Gabriel Witkop voulait que. Elle a eu le temps de revoir cette édition, donc c'est le texte qu'elle voulait. Et en fait, le sous-titre c'était À travers les meurtrières. Les meurtrières étant entendues au double sens, c'est-à-dire que ça met en scène 3 femmes qui vont devenir meurtrières à cause du fait qu'elles vont être entravées par un homme, par des hommes, ou par leur passion, et qu'elles vont tomber dans le vortex du crime. Et ces 3 récits-là, donc il y a une Italienne de la post-Renaissance, Béatrice Censi, une Française du grand siècle, la marquise de Brinvilliers, et une Anglaise de l'époque édouardienne en Inde, Mrs. Fulham. Et ces trois femmes vont avoir un destin qui va les amener à être des criminels ou à participer à un crime. Et évidemment, elles vont le payer cher. Et en parallèle de ça, ce qui fait la jonction entre ces 3 destins, c'est Hemlock elle-même, dont le nom signifie la ciguë, et qui est une femme c'est vraiment le portrait de Gabriel Witkop, qui vit avec un homme. Et Gabriel Witkop était marié avec un homme qui était homosexuel, mais avec qui il a partagé toute sa vie, qui s'appelait Justus, et qui est là dans le texte, est malade. Et donc, la question centrale, c'est est-ce qu'elle va l'aider à mourir ou est-ce qu'elle va encourager à ce qu'il meure parce qu'il est plus en possibilité d'avoir une existence normale, et elle a des pulsions de meurtre, et donc elle va fuir ça. Gabriel Witkop a toujours été intéressé par l'écriture de Sade, l'écriture de Marcel Schwob, etc. Et donc, il y a une espèce de style comme ça là, qui est très fort. C'est un livre qui est extrêmement bien construit. Et donc, comme elle fuit, elle va être amenée à travers l'art, à travers des discussions avec un antiquaire, à découvrir le destin de femmes. Et en parallèle, bon, ça peut être le sien. C'est un livre qui est magnifiquement construit. Et la langue est d'une richesse, mais éblouissante. Et c'est vraiment un livre qui est à la fois labyrinthique et en même temps, il y a une espèce de cheminement qui illustre un petit peu ce que l'exergue qui est mis en tête dans l'ouvrage. C'est une phrase de Shakespeare. C'est « Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être ». Et cette phrase, elle résume vraiment les 3 femmes, comme aussi Hemlock et Justus, la relation qui a existé dans la vie réelle, parce que lui était résistant allemand, et pendant la guerre, Gabriel Witkop l'a caché. Et puis, à la Libération, elle a été tondue parce qu'elle avait aidé un Allemand. Ils sont enfuis en Allemagne, ils ont refait leur vie en Allemagne. Et voilà, elle a toujours vécu avec lui. Elle le considérait comme. Elle disait qu'elle le considérait comme son père, sa mère, son amant, son mari, son frère, sa sœur.
ils représentaient une sorte d'idéal et ils ont vécu tout le temps ensemble. Voilà. Donc il y a une très très forte relation comme ça entre eux, sans morale, sans chat de cadeau, en étant vraiment dans le plus intense de la vie. Et en même temps, c'est un livre qui raconte ces trois destins et la langue est magistrale, vraiment magistrale. On note. Ça On note. sort le 8 octobre. 8 octobre, ok. Ouais. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de poser la dernière question de Stéphanie. Donc, je la fais de suite. Préparez-vous tout le monde. Oui, avec les livres, c'est magnifique. Oh là, ok, c'est bon. Stéphanie, c'est à toi. Et moi, je n'ai pas levé la main, mais je n'ai pas de questions particulières. Mais sinon, je peux juste vous remercier pour tout ce que vous nous avez dit parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et donc voilà, mais je n'avais pas de questions. Ok, il y avait une main de levée, autant pour moi. Écoutez, Pascal, c'était un plaisir. Si personne n'a d'autres questions, on va vous libérer. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec nous et nous avoir consacré ces 2 heures magnifiques. C'était un véritable plaisir. Alors merci tout simplement, Pascal, de nous avoir consacré cette rencontre avec vous. Ouais, écoutez, merci de m'avoir reçu déjà. Et puis, merci de vos questions, très pertinentes. Et puis, moi, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je ne connaissais pas ce mode d'échange, mais je trouve ça super sympa. Et donc, bon, voilà, continuez à lire des livres, pas seulement des Kidam, mais lisez. Comptez sur nous. Merci à vous tous. Et merci, Pascal. Bye bye. Merci, vous aussi. Au revoir tout le monde. Merci, Pascal. Anthony, merci. Hein. De rien, avec plaisir. Avec plaisir. Vraiment, très sympa. À très bientôt. Et on se tient au courant on reçoit Pierre fin septembre et évidemment, on se recontacte pour janvier avec un immense plaisir. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci, Merci Pierre. à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde, Pascal.